Bonjour à tous ceux et à toutes celles qui me regardent ou m'écoutent, là où vous êtes. Et donc, nous allons ce soir inaugurer une série de quatre présentations de ce qui me travaille beaucoup en ce moment, qui est comment essayer de repenser une forme de sagesse, une forme de sérénité pour notre temps. Ma conviction profonde, c'est que nous souffrons tous d'être nous souffrons tous de ne pas avoir les ressorts pour pouvoir faire face à la situation de difficulté, à la fois la crise qui est en train de se produire pour chacun d'entre nous, mais plus amplement, cette crise révèle que l'idée de sagesse et l'idée de sérénité qui existe n'est pas du tout en phase et n'est pas du tout en face de ce dont nous avons besoin. Et en deux mots, l'idée aujourd'hui de sagesse et de sérénité, c'est une idée d'être dans une forme de détachement. On a l'impression qu'être serein et qu'être sage, ce serait ne pas être trop atteint par ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a la crise, mais être sage, être serein, c'est-à-dire je ne suis pas trop bouleversé par ce qui se passe, je suis un peu... c'est un peu comme un canard, l'eau passe sur mes plumes, mais moi, au fond de moi, je ne suis pas trop touché. Ça, c'est vraiment une idée qui a une longue histoire et qui est vraiment le modèle aujourd'hui. Il y a une longue histoire qui est un peu le modèle, presque le seul modèle que nous ayons. C'est soit on entre dans la course et dans la réaction à ce qui se passe, soit on essaye de s'élever et alors on a comme modèle voilà, ce détachement, cette sorte de retrait, cette sorte de sublime indifférence, mais qui peut prendre à la fois le visage que ça a pu avoir à l'époque du stoïcisme avec l'idée qu'on rentre dans sa forteresse intérieure, ou des idées plus récentes avec l'idée courante d'être zen. Soyons zen, soyons calmes. Et toute l'idée aujourd'hui de la méditation est souvent réduite à cette vision-là. Je respire en pleine conscience pour essayer de gérer mon stress, de contrôler ma vie, de ne pas être atteint par ce qui se passe. Or, ma conviction profonde, c'est qu'on fait absolument fausse route. Que cette idée, elle est pas, que cette sagesse, elle n'est pas du tout en phase avec ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de changer de régime, de perspective, de paradigme. Nous avons besoin d'une sagesse qui soit engagée, d'une sagesse qui soit à même de nous permettre de rencontrer la réalité, de transformer les difficultés, de les rencontrer d'une toute autre manière. C'est une sagesse parce qu'il s'agit de rencontrer le réel en étant ni dans un fatalisme, ni dans un renoncement, ni dans une forme d'agressivité, mais une manière d'écoute, de rencontre, une manière de trouver une forme de confiance que le réel, même s'il est dur, ne nous est pas fondamentalement hostile. Donc c'est cette autre forme de sagesse et de sérénité que je crois très important d'essayer de dessiner. Je crois quand on commence à creuser, on n'est pas démuni. À côté de cette sagesse, à mon avis passée, à mon avis éthérée, il y a des tas de moments dans l'histoire de l'humanité où on a essayé de penser cette sagesse que je voudrais essayer de dessiner. Donc ça, c'est ce qu'on va faire pendant ces 4 séances. C'est ça que j'ai essayé de présenter dans mon dernier livre qui sort aujourd'hui, « Comment rester serein quand tout s'effondre », avec évidemment ce que vous commencez à comprendre, rester serein, pas serein dans ce sens passé, mais serein dans un sens nouveau, dans un sens qu'il faut repenser. Et ce soir, l'idée, c'est de prendre la question à partir du négatif.
le négatif est une porte à ouvrir, comme j'essaye de le montrer dans un chapitre du livre. Parce que dans ce modèle, disons, peut-être pour faire simple, le modèle que je dénonce, ce modèle passé de sagesse et de sérénité, on pourrait dire que ça repose sur un paradigme statique. C'est-à-dire, il faut que tout soit stable. J'essaye de me calmer, j'essaie d'être dans le stable. Et je pense que la vraie sagesse est une sagesse qui est en mouvement, qui est dynamique, et qu'il faut laisser tomber ce paradigme statique pour entrer dans un paradigme dynamique. Et que ça n'a jamais, je le dis de manière souvent un peu provocatrice, et les gens sont des fois choqués, mais je n'ai jamais connu de sages qui sont toujours calmes. Je n'en ai jamais connu. Quand je lis, j'ai connu des gens extraordinaires, mais ça ne les empêchait pas à des moments d'avoir peur, à des moments de verser des larmes, à des moments d'avoir des regrets. Du reste, je lisais il n'y a pas longtemps un entretien du Dalai Lama, on lui demandait s'il avait des regrets, et il racontait des choses qu'il avait faites et pour lesquelles il avait des regrets. Et c'est toujours surprenant, parce qu'on se dit toujours « Ah oui, mais lui, non ». Parce qu'on a toujours ce modèle de sagesse statique nous donne l'illusion qu'il y a des gens qui sont hors de la réalité humaine, qui n'ont aucun problème. Et ça n'est pas du tout ça. La sagesse, c'est de pouvoir faire face aux difficultés de l'existence humaine. Donc je ne crois pas du tout dans ce modèle de sagesse. Et la question du négatif est une bonne manière de poser le problème, parce que dans la vie, il y a du négatif. Il y a des emmerdes, il y a des difficultés, il y a des choses qui vont contredire ce que nous croyons, qui vont contredire ce que nous avons fait, il y a des incidents. Est-ce que nous prenons, à partir du modèle statique, tout le négatif est un problème? Il ne faudrait pas qu'il soit là. Et on voit que ce n'est pas du tout uniquement ce modèle de sagesse qui est pris dans ce paradigme, mais notre société tout entière, puisque notre société est de plus en plus une société unilatérale. C'est-à-dire que notre société considère que le négatif, c'est une catastrophe, considère que le conflit, c'est un échec, considère que l'échec, c'est une faute. Et est-ce qu'il ne faudrait pas tout repenser et repenser que le négatif, comme je dis, c'est une porte à ouvrir, que le négatif est absolument fécond, qu'il n'est possible de rien construire sans affronter le négatif. Et que l'unilatéralité, c'est en réalité un visage totalitaire. Et je crois qu'il faudrait essayer de repérer quelles sont les dimensions totalitaires propres à notre temps. Je pense que tout temps a le danger d'une forme de totalitarisme. C'est plus ou moins intense. Nous avons la chance que le totalitarisme propre à notre temps n'est pas aussi terrible que celui qui a pu exister dans certains régimes au XXe siècle, bien sûr, mais il y a quand même des formes de totalitarisme qu'il faudrait repérer pour retrouver un sens de plus grande liberté. Et le totalisme de notre temps, je crois que c'est cette paralysie devant l'unilatéralité, devant le statique, devant Vous savez, quand on lit les grands textes sur le totalitarisme comme 1984 d'Orwell, ce qu'il décrit, c'est vraiment l'impossibilité de questionner, l'impossibilité de penser contre, le fait que tout le monde est pour, tout est positif. Au fond, aujourd'hui, le visage du totalitarisme, c'est positiver. Il faut que tout le monde positive. Il faut être tout le temps positif. Parler des problèmes, ça serait mal. Lorsque j'étais en terminale, je pense comme la plupart d'entre vous, on nous a appris, quand on fait une dissertation en philosophie, qu'il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse. Vous vous souvenez? Et c'est un peu scolaire. Mais derrière, il y avait une idée très importante qu'on essayait de nous montrer, même si c'était un peu scolaire. Mais des fois, il y a des choses scolaires qui ne sont pas justes, mais des fois, il y a des choses scolaires qui sont des marchepieds pour aller plus loin. Et l'idée, c'était que quand on pense, on pose quelque chose, et s'il n'y a pas un moment où on le contredit, on passe par le négatif, on essaye de penser contre ce qu'on a dit, ça devient figé, ça devient mort. Et que c'est en faisant la traversée du négatif, en le mettant en question, en le mettant en doute,
qu'on arrive à une synthèse, à quelque chose de plus ample, à quelque chose de plus vrai, à quelque chose de plus complet. Et je crois que ça serait important de penser une sérénité dynamique, une sérénité qui intègre la question du négatif. On pourrait le dire autrement, on pourrait le dire avec cette phrase de Marcel Proust que je trouve tellement sage, dans le sens que j'essaye d'inviter à penser. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Vous voyez, c'est tout simple. On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement. Or, on a l'impression aujourd'hui que le message qu'on nous dit, c'est on ne guérit d'une blessure qu'à condition qu'on n'en parle pas, qu'à condition qu'on la nie, qu'à condition qu'on ne la reconnaisse pas. Parce que il faut pas parler de ça, faut être positif, faut positiver. C'est très monstrueux en réalité, parce que le rapport au négatif est très heureux, très créatif, très, très fécond. Le négatif, c'est à la fois donc la difficulté, c'est aussi l'incertitude. Notre temps, un autre visage aujourd'hui de la difficulté d'avoir rapport le négatif, c'est tout ce qui est incertain, et nous sommes obsédés par le fait qu'il faudrait que tout soit en ordre et qu'on puisse tout prédire. Et on voit bien ici à quel point ça rend fou, puisque avec la pandémie auquel nous avons fait face, le délire de vouloir prédire, soi-disant en étant rationnel, est le socle même de l'irrationalisme le plus dangereux, et que reconnaître l'incertitude, c'est ça qui est sain, c'est ça qui est rationnel. L'incertitude est inhérente à l'existence. Et c'est très important d'intégrer qu'il y a de l'incertitude. Et ce qui est très intéressant quand on regarde ça, c'est qu'on se rend compte que l'incertitude au début, maintenant, dans notre monde, on est éduqué, c'est embêtant, il faudrait qu'il n'y ait que de la certitude. Mais franchement, qu'est-ce qui s'est passé pour que la certitude devienne à ce point, soit à ce point présentée comme désirable? Au fond, heureusement que dans la vie, il y a des dimensions de l'existence dans lesquelles les choses ne sont pas certaines. La certitude est un champ du réel qui est, par exemple, le domaine des lois scientifiques. Il faut que là, il y ait une certitude. C'est un rapport à la vérité qui est absolument fondamental. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire, par exemple, en musique, la certitude, en poésie, dans une relation humaine? Qu'est-ce que ça veut dire être certain qu'on a parlé comme il faut à quelqu'un? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Heureusement qu'il y a quelque chose ici. L'incertitude dans plein de domaines, c'est pas l'incertitude, c'est le fait que la question de la certitude ne s'applique pas, et il y a quelque chose d'ouvert, de vivant. Est-ce que nous voudrions savoir l'heure de notre mort? Donc on voit bien qu'il y a quelque chose là, on nous présente la certitude comme la seule chose juste, vraie, enviable. On voit bien que ça n'est pas tenable, que heureusement que dans la vie, il y a de l'incertain, c'est-à-dire du fécond, du hasard, de la rencontre, et que c'est très important. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui est devenu faux, fou et malheureux. Et en essayant de creuser au fond, qu'est-ce que c'est cette sérénité? Je me rends compte que là où on est très embêté, c'est qu'on n'arrive pas à bien articuler ensemble la question de cette insécurité et la question de la sécurité, la question de la certitude et la question de l'incertitude. On explique beaucoup aujourd'hui, c'est aussi un peu à la mode, il faut sortir de sa zone de confort. Et je trouve ça aussi un peu brutal. Et je crois qu'en réalité, ce qu'il faut réussir à penser, c'est qu'il y a un jeu entre sécurité et insécurité qui est la sérénité, qui est la sagesse,
Il y a un jeu entre la certitude et l'incertitude. Un monde où tout serait certain, c'est un monde invivable. Un monde où tout serait incertain, c'est un monde invivable. Un monde où tout serait en sécurité, c'est un monde invivable. Un monde où tout est en insécurité, c'est un monde invivable. Et que la vie, c'est un mouvement entre les deux. Et que je crois qu'il nous faut réapprendre. Et je crois que ça serait vraiment... Ça, je crois que ça serait vraiment, si j'ose dire, exaltant. Je crois que ça serait exaltant de pouvoir avoir cet allant et ce mouvement-là. Et alors, c'est vraiment très simple. Il y a, dans la vie, nous avons un espace de confort. Et cet espace de confort, il est absolument sain. Il y a des espaces, des temps, des moments, des endroits où on se sent, on trouve un sens de confort et de sécurité. Et je crois que ça, ça donne confiance. Mais si nous restons toujours dans la zone de confort, quelque chose finit par s'éteindre. Et donc, nous entrons dans l'inconfort pour développer d'autres capacités, rencontrer des choses qu'on ne connaît pas, découvrir des choses nouvelles. Mais l'enfant se sent en sécurité avec ses parents, par exemple, et en sécurité, il se sent en confiance, et à partir de là, il a envie d'aller partir dans la nature, d'explorer les choses, de partir à l'aventure. S'il n'a plus confiance, il va moins avoir envie de sortir. Et on voit bien que quand l'enfant est dans un espace de sécure, un espace sécure avec, dans la relation, il a d'autant plus le courage de partir explorer le monde. On voit bien que là, il y a une dialectique qui est tout à fait féconde. Il s'agit que l'inconfort ne soit pas excessif, où on perd de pied, mais qu'il ne soit pas trop restreint, parce que sinon, c'est plus vraiment vivant, et on finit par se nécroser. Et quand quelqu'un reste enfermé dans sa zone de confort, et qu'il n'y ait plus cette ouverture, ou dans la sécurité, ou dans le positif, tout ce que vous voulez, au bout d'un moment, cette zone, étrangement, se restreint, se restreint, se restreint. Et au bout d'un moment, les gens qui ne veulent plus du tout prendre le moindre risque, tout devient un risque. Et ils sont de plus en plus, au fond, ça crée une forme de panique différente, panique plus intense, plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est que ça bouge dans notre vie. Il y a des choses pour nous qui sont prendre un risque à un moment donné de notre vie, et à un autre moment, ça c'est très, ce qui semblait un risque énorme ne l'est plus, et donc il y a une écoute ici à avoir. Et je crois que là on voit, c'est ça la sagesse, c'est jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne peux pas aller. Je pensais à l'exemple des Freedom Readers, les militants des droits civiques qui, dans les années 60, ont bravé la ségrégation raciale aux États-Unis et ont été dans plein de situations où ils étaient insultés et menacés. Et pour nous, ça pourrait sembler une situation terrible. Ils prenaient des risques énormes. Et pour eux, à un moment de leur vie, ils n'avaient plus peur de ça. C'était indispensable pour eux de faire ça. Et je trouve que c'est intéressant. On voit bien que ces autocars dans lesquels ils n'avaient pas le droit de s'asseoir, c'était que les Blancs qui pouvaient s'asseoir. À un moment, ils s'asseyaient, ils prenaient un risque, mais pour eux, il y avait un épanouissement de faire ça. Il y avait un sens qui faisait que ça s'imposait à eux. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on entre dans le risque, on se sent plus à l'aise avec sa propre existence. On apprend à se détendre dans sa vie. Et ça, c'est comme ça, les communautés fermées, on met des clôtures et des barrières. Au début, ça inspire un sentiment de protection, et puis après, on devient de plus en plus panique. J'aime beaucoup cette nouvelle de Kafka, le terrier. On voit bien, Kafka raconte une nouvelle dans laquelle il y a une sorte d'être, on ne sait pas si c'est un animal, quel animal ce serait, qui construit son terrier pour être en sécurité. Donc il a fait une entrée, puis une autre entrée, puis une autre entrée,
des entrées leurres. Mais plus il veut être en sécurité, plus il panique. Son obsession de la sécurité le rend fou. Et ça, je trouve que c'est très bien, ça explique très bien la grande difficulté de cette situation. Ou pour prendre un autre exemple, Bernie Glassman, qui est un enseignant de méditation qui s'est beaucoup engagé à travailler avec les populations aux États-Unis, les populations, comment on pourrait dire, en marge de la société, qui avaient les exclus, et qui a inventé avec les sans-abri, avec les gens qui avaient le sida, les Noirs qui avaient le sida, qui étaient exclus de tout dans les années 80, 1980, la fin des années 80. Il disait « Je ne crois pas que le problème puisse être un jour résolu, mais chaque jour je fais comme si c'était possible. Et je travaille au cas par cas. » Oui, c'est ça que je voudrais essayer de... Vous voyez, moi je trouve que c'est ça la sérénité. C'est pas qu'il n'était pas touché, c'est pas qu'il vit sur un nuage, mais cette dialectique lui permet d'entrer avec lucidité dans le réel. Et à partir de là, ce qui est important, c'est qu'on arrête de penser que les problèmes, les difficultés, les peurs, les angoisses, les incertitudes sont anormales, ou que c'est une disqualification de nous-mêmes. Le négatif et donc les difficultés font partie de notre existence. Et être serein, c'est pas vouloir que tout aille bien, trouver que c'est injuste d'être malade, trouver que c'est scandaleux que notre chef soit incompétent, c'est accepter que le monde n'est pas parfait. Et c'est ça que dit Bernie Glassman, au fond. Il a renoncé une bonne fois pour toutes que le monde est parfait, donc il n'est pas dans la plainte incessante que le monde est injuste, mais la sérénité, c'est qu'il sent qu'il n'est pas impuissant dans le réel. Et c'est un autre aspect de ce dont je voudrais essayer de montrer, c'est qu'en réalité, le modèle de sagesse et de sérénité statique que je cherche à dénoncer est un modèle qui invite à l'impuissance et qui est extrêmement douloureux quand on le creuse. Ça fait rêver les gens. Je vais être zen, je vais être cool, je vais être détaché, je vais être détendu. Mais en réalité, ça nous rend impuissants, ça nous fait, et c'est une extraordinaire douleur, parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire par rapport aux situations. Et je crois que c'est l'inverse, que ce qui fait qu'on se sente mieux, on se sent allégé, on se sent confiant, c'est qu'on sent qu'on peut faire quelque chose dans les situations que nous rencontrons. Voilà, je crois que ça c'est ça le renversement que je cherche à décrire. Où des fois je pense c'est un peu comme si nos difficultés ou nos difficultés, les problèmes qu'on a, les émotions qui nous plaisent pas, c'était comme des chats qu'on voudrait ignorer. Vous avez des chats chez vous, vous n'êtes pas content. Ça ne vous plaît pas, le négatif ne nous plaît pas, nos problèmes ne nous plaisent pas, donc on ne veut pas nous relier au chat. Malheureusement, ils finissent par faire pipi et caca dans notre lit. Ou alors, c'est comme des chiens, et on leur lance des chaussures pour les faire taire, mais ça ne leur apprend qu'à vous attaquer. Et donc, je crois que c'est ça, au fond, que l'attitude juste par rapport à nos peurs, à nos problèmes, c'est plutôt l'attitude qu'on a avec un enfant. C'est on le prend dans ses bras, on essaye de l'apaiser, de l'écouter, de créer une forme d'harmonie. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même attitude avec les difficultés et les problèmes ? Et je crois que c'est ça qui est en train de se... C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça le problème. Nous sommes en face d'une crise et c'est pareil. L'attitude devant la crise, c'est qu'on voudrait trouver une solution tout de suite ou on voudrait l'éviter. Et j'aime beaucoup cette remarque d'Hannah Arendt. Tout ça, je
je déploie en détail dans le livre. Il y a une phrase d'Hannah Arendt que j'aime beaucoup, elle dit « Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. » C'est une phrase que je trouve saisissante. Une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de penser. C'est qu'est-ce que c'est de sortir des idées toutes faites. C'est-à-dire sortir de ce qu'on connaît. Et là, on voit bien les deux points. Je trouve un lieu où je peux me poser, où je peux avoir confiance, et en même temps, j'entre dans quelque chose d'inconnu. Parce que si je ne fais que répéter ce que je connais, je suis incapable de faire face à la situation. Et en général, c'est ça l'erreur que nous faisons. Nous avons une difficulté, un problème, et nous voulons appliquer quelque chose qui a marché à un autre moment dans cette situation, au lieu d'être en rapport à la situation et sentir que cette situation, elle est neuve, elle est différente. Et je crois que c'est ça qui est important. Moi, j'étais pas du tout à l'aise avec je crois que une semaine après que nous soyons confinés, il y a plusieurs journalistes qui m'ont appelé, qui m'ont dit quel sera le monde de demain. J'ai dit mais on ne sait même pas déjà ce qui se passe aujourd'hui. Vous voulez déjà faire le monde de demain. C'est ça qui rend impuissant. Dessiner le monde de demain, c'est être impuissant puisque c'est ne pas avoir l'honnêteté d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe et on ne sait pas ce qui se passe. On ne savait pas ce qui se passait et encore aujourd'hui, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Et d'être ouvert à essayer de comprendre ce qui se passe, c'est la meilleure manière de trouver des possibles nouveaux, à tous les niveaux. Moi, j'étais très inquiet pour l'école, quand j'ai vu qu'on devait annuler la plupart des événements que nous avions avec le confinement. Et si on m'avait demandé de quoi va être fait le monde de demain, comment voulez-vous que je sache? Mais peu à peu, en voyant les situations, on a inventé des choses auxquelles j'avais même jamais pensé, comme les cours en visioconférence que nous faisons dans l'école ou que je fais. Et au début, on m'aurait demandé tu vas faire un cours en visioconférence, j'aurais dit ah mais non, mais moi jamais. Moi, la méditation, c'est d'abord une expérience de présence. Et j'aurais eu tort. J'aurais été un imbécile. Parce que les imbéciles, c'est ceux qui croient qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls. C'est justement ça que dénonce Hannah Arendt, c'est l'imbécilité de croire qu'on sait. Et j'aurais été un imbécile, puisque en faisant le premier cours que j'ai fait en visioconférence, je me suis rendu compte qu'il se passait des tas de choses que je n'avais pas soupçonnées. Et je ne dis pas que c'est valable pour... Vous voyez, quand je racontais ça à un ami, je lui dis, moi, c'est formidable. Les cours en visioconférence, transmettre la méditation en visioconférence, je vais en faire un autour de ces questions, mais d'un point de vue pratique, là, je vous donne un peu le sens de la vision de cette nouvelle forme de sérénité que je voudrais penser. Et après, en novembre, je vais faire un nouveau cours en visioconférence où j'essaierai de montrer comment il existe des pratiques qui nous aideraient concrètement à faire face à toutes les difficultés qu'on rencontre au quotidien. Mais on m'aurait dit que c'est un lieu formidable en visioconférence, que ça permet, comme il y a des réunions, des rencontres qu'on fait tous les 2-3 jours sur 15 jours, que ça permet d'intégrer à sa vie, qu'il y a une forme d'intimité tout à fait nouvelle, qu'il y a une manière de parler de cœur à cœur, j'aurais pas pu le deviner. Mais là, je prends juste un exemple, mais dans tous les cas, c'est comme ça. Et donc je parlais, mais comme j'ai pas fini, comme je disais, je racontais ça à un ami, c'est pas du tout son expérience. Pour lui, c'est un supplice de faire en visioconférence. Et par rapport à son travail, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas valable pour tout. Pour moi, ça a été une chance. Pour vous, c'est à vous de voir. C'est ça que dit Hannah Arendt. Il n'y a pas une solution. Il y a à chacun d'inventer la solution pour autant qu'il est prêt à sortir de ce qu'il connaît déjà. Et c'est ça que dit le fameux, la traduction enfin, comment on dit en chinois la crise, c'est Wei Ji. Et Wei Ji, c'est intéressant parce que c'est la chance, le problème et la chance. Dans le même mot, il y a un caractère qui dit le problème, la difficulté, et la chance, l'opportunité. Et ça, c'est très beau. Il
il y a, voilà, il y a quelque chose dans une crise qui se ferme et il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, mais il faut y aller. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est fantastique. Je ne peux pas tout reprendre, mais là, c'est intéressant de regarder ce que disent la pensée chinoise, l'art de la guerre, toutes ces traditions. On dit des choses extrêmement fines sur qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus que le chaos pour aller outre, pour passer outre. Et ça, c'est des pensées complètement dynamiques qui sont extrêmement inspirantes pour nous. Donc voilà, il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais peut-être on peut avoir... je peux répondre à vos questions. Soit ceux qui m'écoutent dans les différents réseaux, vous pouvez poser vos questions. Et tous ceux qui sont avec moi à la maison de la méditation, vous pouvez aussi poser vos questions. À la maison, quand vous posez une question, il faut que vous remettiez votre masque. Et puis on a des lingettes pour nettoyer le micro. Merci beaucoup Fabrice sur l'explication, l'articulation entre le confort et l'inconfort. C'est très précieux puisqu'on a tellement peur de l'inconfort. Il y a juste une petite chose moi qui me crispe, c'est vraiment l'expression zone de confort que j'entends beaucoup en entreprise et qui est très violente, absolument atroce en entreprise, puisqu'on demande à des gens quasiment tétanisés de sortir de leur zone de confort. Donc je sais bien que c'est pas du tout ça que tu pointais, et moi, zone de confort, je peux plus l'entendre. J'ai l'impression qu'on torture les gens quand on leur demande de sortir de leur zone de confort. Eux-mêmes pensent du coup qu'ils sont dans le confort alors qu'ils sont juste super mal et qu'on leur en demande encore plus. Et voilà, je voulais juste revenir sur cette expression-là qui me gêne. Ouais. Zone de confort, c'est affreux. Quand on dit aux gens sortir de votre zone de confort, ça veut dire on leur dit juste souffrez. Et donc, ce dont je parle, c'est comment on a besoin d'une zone de confort, qu'elle est saine. On en a besoin. On ne peut pas sortir de sa zone de confort. Elle est absolument saine. Mais une fois qu'on habite notre zone de confort, au fond, c'est une réhabilitation de la zone de confort. Une fois qu'on habite la zone de confort, on peut prendre un risque et partir à l'aventure. Et ça devient complètement autre chose. Et personne ne peut dire à quelqu'un qu'il faut qu'il sorte de sa zone de confort, puisque c'est différent pour chacun, c'est pas du tout au même moment. C'est-à-dire, pour et c'est vraiment avec les enfants, on voit bien, à un moment, l'enfant, il veut pas quitter vos bras, et puis une heure après, il monte aux arbres. Et c'est vous qui avez peur pour lui. Et c'est ça c'est la vie. Et un jour, c'est juste prendre la parole en public, vous pouvez pas. Et puis je sais pas pourquoi, 1 mois, 6 mois, 1 an plus tard, vous comprenez même pas pourquoi ça fait peur. Et puis peut-être que 3 mois plus tard, vous allez à nouveau avoir peur. Donc dire à quelqu'un sort de sa zone de confort, c'est comme si on disait à un enfant, il faut qu'il monte aux arbres quand il a besoin d'un câlin. C'est quelque chose de... C'est pour ça que ce qu'il faut repenser, c'est qu'il y a une dialectique qui est absolument à penser. Le négatif n'est pas une faute, l'échec n'est pas une catastrophe, que tout ça participe d'un mouvement de la vie, et au fond, le problème sur sortez de votre zone de confort, c'est encore le modèle statique. Il y a un truc qui serait pas bien, il faut aller dans cet endroit-là. Mais c'est pas comme ça qu'est la vie. Et la vie est dans un mouvement incessant. Et c'est retrouver la confiance dans le mouvement de la vie, dans l'allant, dans ce qui donne. C'est quoi l'allant? C'est quoi le courage? C'est quoi la force? C'est bien des choses qui nous aident à aller de l'avant, qui nous aident à être en mouvement. C'est étonnant que tout le modèle... c'est étonnant que on n'arrive pas à articuler ça ensemble. Alors qu'en réalité, c'est très simple. Le paradoxe, c'est ce que je dis, c'est une expérience qui est très simple, mais c'est juste un peu difficile à penser, parce qu'on est pris aujourd'hui par un discours qui nous empêche de pouvoir dire des choses que nous vivons. Du coup,
c'est très... oui, et on le voit bien avec la méditation. C'est-à-dire, tout le discours de la méditation, c'est être dans l'instant présent, être là où on est. C'est très pauvre. Alors qu'il faudrait penser la méditation comme entrer dans un mouvement beaucoup plus ample, se laisser porter par des choses qui nous aident à être dans un dépassement. Et ça serait beaucoup plus fécond comme manière. Mais personne ne parle comme ça de la méditation. C'est extrêmement... Ça témoigne bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout compris de ce qu'est la vie. Mais les gens n'y arrivent pas. Les gens qui partent sortir de sa zone de confort, souvent les gens font pas ça avec une mauvaise intention. C'est vraiment juste que c'est comme si nous avions un mauvais logiciel qui nous égare. Donc les gens emploient un langage, ont des images, parlent, ils ne sont juste pas rendus compte que le logiciel qu'ils emploient, il est complètement obsolète et qui ne leur permet pas de faire face à la réalité. Et donc voilà, c'est ça qu'il faut essayer de réussir à penser. C'est ça, mais c'est un grand travail. Je me suis engagé avec ce livre à un travail d'aller vraiment au cœur de ce qui nous rend malheureux. Ce qui nous rend malheureux, c'est pas qu'on... C'est-à-dire que ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend la vie impossible, c'est pas qu'on n'est pas sage, c'est que notre idée de la sagesse, elle est absurde, elle est culpabilisatrice, elle est irréaliste et elle est impuissante. Et donc, on est tous de bonne volonté, on nous a juste donné un modèle complètement faux. Et alors, il vaut mieux pas trop être intéressé par les questions de sagesse et de spiritualité, parce que quand on commence à y rentrer, c'est presque pire, parce qu'on vous parle qu'il faut lâcher l'ego, être dans le détachement. Alors c'est encore plus culpabilisateur, et ça devient absolument, mais tellement abstrait. Donc les gens s'en veulent d'avoir un ego. Tout est de... Donc c'est pour ça que qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer le négatif dans une existence humaine? Et c'est très simple. Je dois écrire un texte, il est raté, j'y arrive pas. C'est formidable. Dans la vie, c'est juste formidable. On n'y arrive pas. C'est ça qui fait qu'on a envie de réussir davantage, qu'on se pose des questions, qu'on interroge davantage. Quelqu'un vous dit, mais ce que tu as dit, c'est complètement absurde, tu m'as pas du tout compris, ça m'a blessé ce que tu as dit. C'est formidable, ça permet de... Mais dans une relation avec quelqu'un, dans une relation de couple, dans une relation d'amitié, une relation dans laquelle tout va toujours bien, il n'y a jamais de heurts, c'est horrible, ça ne tient pas. Dans une relation, il y a des moments où il faut remettre les choses, on se parle, on repose les questions. Ouais, ben, le négatif permet de reconstruire les choses, parce que les choses évoluent, et que si jamais il n'y a pas... je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait des grandes crises, mais il y a des sortes de crises inhérentes dans toute existence. Et c'est sain. C'est même, il y a un côté vraiment, c'est vraiment inspirant. Ce que je crois, c'est que au lieu de... Je crois que ce qu'on nous raconte nous plonge la tête dans l'eau, même les soi-disant discours élevés, spirituels et tout ça, ça nous plonge la tête dans l'eau, et qu'il y a pourtant un chemin beaucoup plus simple qui vraiment est enthousiasmant, qui donne la pêche. Ça donne la pêche de savoir que c'est pas parce que le texte que j'ai écrit il est mauvais que je suis une mauvaise personne, ou que je suis foutu, ou que c'est mal, et que... Ouais, c'est horrible, mais on le sait bien. En plus, il y a plein de gens qui... Enfin, on le sait bien, c'est la première fois que vous avez appris à nager, vous ne saviez pas nager. Et et vous avez pensé que vous allez couler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être même vous avez pensé que jamais c'est impossible d'apprendre à nager, que c'est juste pas possible ce truc. Comment on peut tenir sans couler? Et après on nage. Et nager,
nager, moi je trouve que nager, ce qui est passionnant dans la nage, c'est que c'est sans arrêt un travail sur le négatif. Parce que l'eau, l'élément eau dans lequel vous devriez couler, devient un élément qui vous porte. Ça, c'est bien une transmutation du négatif en positif. Thèse, antithèse, synthèse. Vous avez transformé l'eau qui est négative, puisque vous devez couler, en ce qui vous aide au contraire à avancer dans une jubilation extraordinaire. Mais la sérénité dont je parle, c'est la sérénité de celui qui nage. C'est extraordinaire. Ou alors un autre exemple, qui est celui de Sartre. Sartre, il adorait skier. Les plus belles pages de L'Être et le Néant, c'est les pages sur le ski. C'est juste des pages, mais c'est très beau, l'exaltation que Sartre ressent à skier. Et Sartre explique très bien. La logique de la pente, de la montagne, c'est quand vous êtes au sommet de la montagne, vous vous laissez, vous tombez. C'est la catastrophe. La neige glisse, vous tombez. Et le ski, c'est comment le négatif de la descente devient l'occasion d'avoir un rapport complètement souverain à la montagne. C'est ça la sérénité, vous voyez. C'est pas qu'il n'y a plus de négatif. C'est pas vous dites à un enfant positif, je vais couler. Non, sois positif. C'est juste, vous le terrorisez. Non, c'est important qu'on rencontre le négatif, qu'on le transforme, que ce soit l'occasion. C'est ça, c'est le mouvement très profond de la vie. Et plus on apprend à quelqu'un que le négatif n'est pas une catastrophe, mais un élément à partir sur lequel il faut avoir confiance, que le négatif et le positif, ça se nourrit ensemble. Que le positif sans le négatif, c'est du statique, c'est mort. Là, d'un seul coup, la vie devient heureuse. Une vie heureuse, ce n'est pas ce qu'on raconte, c'est pas une vie sans heurts, sans problèmes, sans difficultés, sans crispation, sans chagrin. Moi, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, je voulais même pas entendre parler de bonheur, parce que je trouvais que c'était... je ne voyais que l'image statique. Et donc, j'étais gêné par l'idée du bonheur. Mais l'idée du bonheur, quand elle est authentique, c'est justement ce dont on parle. Le vrai bonheur, c'est le bonheur que vous aviez un défi, c'était difficile et vous l'avez relevé. Ça, c'est quand même ce qui est le plus jubilatoire dans une existence humaine. C'est pas quand vous êtes immobile dans votre canapé pour toujours. Mais ce qui rend heureux, on voit bien, un enfant, il est tellement heureux, il fait un truc qu'il pensait qu'il pourrait pas faire. Et on est pareil. Donc c'est ça. Comment rester serein quand tout s'effondre, c'est ça. C'est en réhabitant ce qui est au cœur de notre humanité. Il y a des questions ? Bonsoir Fabrice. Il y a plusieurs questions sur les réseaux sociaux. Il y en a une de Patrick Duclos qui pose une question sur le YouTube de l'école de méditation. Il dit « Oui pour les secousses de la vie, mais pouvons-nous ne plus avoir peur de se laisser entraîner dans ce flot ?» On ne peut pas ne plus avoir peur. C'est pas possible. Avoir peur, ça fait partie de la vie. L'idée qu'il y a un truc qui fait qu'on n'aurait plus peur, c'est ça qui nous terrorise. Vous voyez, c'est une très bonne question. Parce que tant qu'on rêve qu'il y a un truc qui fait qu'on n'a plus peur, chaque fois qu'on va avoir peur, on pense que c'est un échec. Et on est de plus en plus tétanisé. Et on est de plus en plus mal. Tandis que quand on comprend que avoir peur, c'est indispensable, inhérent à l'existence. Et bien sûr, dans l'équilibre que j'ai dit. Quand la peur devient trop intense, il faut trouver des espaces à partir duquel on retrouve un espace de sécurité et de confiance, indiscutablement. Mais ce qu'il faut abandonner, c'est l'idée que vous aurez plus peur. C'est pas possible. Sauf si vous renoncez à vivre. Si vous êtes vivant, et moi je souhaite à tous les gens qui m'écoutent d'avoir peur. Parce que quand on fait quelque chose d'important, on a peur. Et c'est passionnant d'avoir peur. Parce que vous partez à l'aventure de votre propre existence.
rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou avoir une relation avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça fait peur, c'est délicieux. Et en fait, on se rend compte très vite qu'avoir peur, être ému, être touché, c'est très proche en réalité. Nous, on est tellement obsédés par la positivité qu'on ne voudrait pas avoir peur, mais des fois, la peur, c'est la vie. Je cite souvent ça, mais peut-être que ceux qui m'écoutent ne l'ont pas encore entendu, mais une des choses que j'adore, c'est le dialogue entre une jeune comédienne et Sarah Bernard. Et la jeune comédienne voit Sarah Bernard qu'elle traque avant d'entrer en scène. Alors elle dit à Sarah Bernard, moi, le trac, j'en ai jamais. Sarah Bernard lui dit, ah oui, ça viendra avec le talent. J'adore, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement... Donc c'est ça, c'est très bien. C'est ça la sérénité, c'est savoir que je peux faire face à la peur. La peur n'est pas le signe que je suis en faute. Et c'est très impressionnant comme on n'arrive plus à le penser. Ça, c'est très, très... Et là, je n'ai pas le temps de creuser ça, mais ça serait très intéressant de voir d'où vient l'idéologie qui nous fait croire que nous n'avons pas le droit de sentir ça. Et comment, au fond, il y a une collusion entre cette sagesse qui avait un certain sens, mais qui est passée, cette sagesse statique, et quand même ce que j'appelle le néolibéralisme psychique qui est en train de s'imposer dans nos esprits, qui fait que nous devons être au top, performants, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et tout le monde comprend très bien aujourd'hui ce que c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire l'instrumentalisation totale et générale de tout, de la terre, de l'eau, des hommes, indépendamment de leur qualité intrinsèque et propre, une instrumentalisation générale. On voit bien la conséquence catastrophique que ça, mais j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a aussi un néolibéralisme psychique qui est d'avoir un rapport à soi pour potentialiser positivement tout ce que nous sommes et s'en rendre compte l'extraordinaire violence que nous sommes en train de nous infliger sans nous en rendre compte. Et là, il faut faire un travail, et c'est ce que j'essaye de faire, de repérer la dimension idéologique qui nous menace. Alors, il y a une autre question sur ta chaîne YouTube, Fabrice. Alors, c'est même deux questions qui se suivent de Laura. Comment faire face et surtout comprendre ses émotions et ses difficultés? Car des fois, on met des mots sur des mots MAUX, mais ça nous égare. Et l'autre question qu'elle pose juste après, c'est comment atteindre une vraie compréhension de ses souffrances, hormis aller chez le psy? Comment avoir une vraie entente de ses souffrances? Je pense que ce qui est... Donc il y a deux choses. La première chose, c'est de les mettre dans un cadre qui est juste. Et donc sortir d'un rapport uniquement psychologisant à sa souffrance. Le rapport uniquement psychologisant ne permettrait pas du tout de dire ce que j'ai dit ce soir. C'est-à-dire comprendre qu'il y a des souffrances qui sont nécessaires. Qu'est-ce que c'est ce néolibéralisme psychique qui nous torture? Qu'est-ce que c'est cette unilatéralité? Comment il y a des difficultés qu'il faut vivre? Qu'est-ce que c'est trouver l'équilibre entre confort et inconfort? Ça, c'est un autre rapport. Je crois que qu'est-ce qui fait que nous pensons que le seul rapport à la souffrance soit le rapport psychologique? Je ne nie pas que la psychologie peut aider, mais pourquoi la musique n'aiderait pas? La littérature n'aiderait pas? La marche à pied n'aiderait pas? La danse n'aiderait pas? L'action n'aiderait pas? L'éthique n'aiderait pas? Là, il y a quelque chose et c'est très très profond. C'est pas... Je pense que c'est peut-être difficile à entendre ce que je dis dans toute sa profondeur, mais c'est pourtant très profond. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on voit bien que beaucoup de gens ont guéri de souffrance et ont trouvé de l'allant en faisant de la musique, en faisant du théâtre. Et que voilà. Et la deuxième chose, c'est je crois que la méditation peut permettre un rapport de transformation de nos difficultés extrêmement profond. Si la méditation n'est pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, cet exercice de pleine conscience pour observer son esprit, pour essayer d'être dans de lâcher prise, mais que c'est une méditation qui nous permet d'entrer dans le négatif pour le transformer.
Ça, c'est ce qu'on fait. C'est ça, les méditations que je transmets, soit à la maison, soit que je ferai dans le cours, comment apprendre à méditer très concrètement pour faire face à toutes les difficultés de notre existence. Donc là, je répondrai plus en détail à cette question. Là, j'essaie de demander un peu le panorama dans ces 4 séances, mais dans ce cours en visioconférence, là, je donnerai beaucoup d'exercices pour faire face à ça. Il y a encore une question ? Ouais, il reste combien de questions ? 2 ? On prend 2 questions, puis on va clore. Alors, Philippe qui demande « Comment adapter notre posture par rapport à un monde qui va de plus en plus vite ?» Est-ce que c'est vrai que notre monde va de plus en plus vite ? Est-ce que c'est vrai ? Moi, j'aime beaucoup ce que disait mon vénéré maître de philosophie, qui me disait toujours, mais là, je crois que c'est quasiment... Je suis désolé, là, je crois que personne ne va trop comprendre ça, mais il me disait, entre Échille et Sophocle, il y a une génération. Entre Sophocle et Euripide, il y a une génération. Là, franchement, les Grecs, le temps passait vite. Parce que Échille, c'est un peu comme... c'est un peu comme du Ronsard. Sophocle, c'est du Racine. Euripide, c'est du Victor Hugo ou du Musset. Ah, nous, il a fallu des siècles. Hein. Parce que vous avez Échine, qui est un temps assez archaïque, avec des formes très anciennes, peut-être ce serait du Villon. Puis vous avez Sophocle et le classicisme, et vous avez Euripide, qui a déjà quelque chose qu'on pourrait dire presque romantique. Nous, je trouve que, par rapport à quand j'étais enfant, 40-50 ans, bon, il y a 50 ans, je n'avais pas le téléphone portable, mais est-ce qu'on a vraiment changé ? Est-ce qu'on va vraiment vite ? Est-ce qu'on fait pas un peu... On s'agite, mais est-ce que le temps va si vite ? Alors c'est un peu paradoxal comme réponse, mais je pense que ça... Je pense que c'est important de réussir à penser ça. Là, on sent qu'on est en train de virer au XXIe siècle, qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Mais c'est pas sûr que les gens qui courent toute la journée et qui trouvent qu'on va vite voient vraiment qu'est-ce que c'est le passage du XXe au XXIe siècle. Ça serait intéressant. Je trouve qu'on devrait, nous, essayer de travailler dans l'école à qu'est-ce que ça veut dire que ce passage au XXIe siècle. Et là, il y aurait des choses à dire. Mais c'est pas du tout ce qu'on raconte. Et donc, je crois que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est d'arrêter de croire ce qu'on raconte. Et d'arrêter de croire que notre temps va de plus en plus vite. Et il suffit de se poser. On se pose et on arrête de courir. Et on se rend compte que le rapport au temps, il est complètement autre que ce qu'on nous raconte. Bon, c'est un peu subtil comme réponse. Et la dernière question ? La dernière question de Nicolas. Il dit « Bonsoir, la méditation permet de prendre des risques, de sortir de soi. Mais lorsque l'on agit en sortant de soi, quelle est l'entité qui agit ? Soi, un autre ? » Quand on sort de soi, on voit la réalité, et puis on n'est plus soi-même. Quand on est en soi-même, on se nécrose, on n'est plus soi-même. Quand on sort de soi-même, on n'est plus soi-même. Ça, c'est tout à fait central. Par exemple, vous allez vous promener dans la montagne. Vous faites une excursion, vous partez en promenade, vous allez marcher une semaine à la montagne. Vous êtes hors de vous, dans la montagne, en rapport à la montagne. Vous sortez de chez vous, vous sortez de ce que vous connaissez, vous marchez toute la journée, vous rencontrez l'air, vous rencontrez le temps, vous rencontrez la montagne. Vous vous sentez, vous vous retrouvez. Vous voyez quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous n'avez pas vu pendant longtemps, qui vit à l'étranger, qui vient vous voir. Vous sortez de vous-même, vous allez hors de chez vous. Vous allez le rencontrer.
il est complètement autre. Et vous prenez dans vos bras, là c'est juste qu'on ne peut pas faire, les gens à l'étranger ne peuvent plus venir, on ne peut plus se prendre dans les bras, vous prenez dans vos bras, vous voyez, ça fait 10 ans que vous n'étiez pas vus, vous étiez très amis, vous n'êtes pas vus, vous le voyez, et vous sentez que vous revenez à la maison en voyant ce vieil ami. Donc, plus vous sortez de vous, plus vous êtes en rapport à vous-même. Plus vous êtes en vous-même, plus vous vous nécrosez. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup. Vous aurez, nous nous retrouvons mercredi prochain pour la suite de cette nouvelle série palpitante. Et le thème de mercredi prochain, c'est comment avoir de l'espoir quand tout fout le camp. Mais vous pouvez d'ici là me retrouver dans ce livre. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.